Bonjour à tous, donc Nadine Héritier-Branco, donc pharmacienne chef et coordinatrice ETP. Voilà, Hélène Le Boucher, diététicienne et éducatrice ETP. Oui. Pardon. Voilà, donc nous allons vous présenter notre expérience en deux parties. Tout d'abord les généralités sur l'éducation thérapeutique, c'est quoi, comment, pourquoi. Et la deuxième partie sera vraiment sur notre pratique. Donc les généralités. Donc l'éducation thérapeutique est une prévention tertiaire. Donc elle entre dans le cadre de la réadaptation, la prévention de l'invalidité. C'est à la fois un apprentissage pratique spécialisé pour l'acquisition des compétences et aussi une aide au changement de comportement de soins pour atteindre des objectifs personnalisés. L'objectif de l'éducation, c'est optimiser le traitement médicamenteux, prévenir les récidives et ainsi diminuer le nombre et la durée des hospitalisations en améliorant la qualité de vie du sujet dans toutes ses dimensions. On favorise ainsi, on entretient et on consolide l'alliance thérapeutique. Donc l'éducation thérapeutique, elle se fait en 4 étapes, la démarche. Donc tout d'abord, on élabore un diagnostic aussi appelé bilan éducatif. Ensuite, on définit un programme personnalisé avec des priorités d'apprentissage. Dans le troisième temps, on planifie et on met en œuvre les séances, soit en individuel, soit en collectif, soit les deux. Et la quatrième étape, c'est on réalise une évaluation des compétences qui ont été acquises au cours du programme. Les acteurs, ce sont des professionnels formés à l'éducation thérapeutique et qui constituent un groupe pluridisciplinaire. Les techniques utilisées pour la communication, ça va être centré sur le patient, comme l'écoute active, l'entretien motivationnel. Et on peut utiliser des résolutions de problèmes, des jeux de rôle, des témoignages, etc. Et en outils, on peut utiliser des affiches, des bandes audio, des vidéos, des jeux. Voilà. Donc l'éducation thérapeutique en psychiatrie est communément appelée psychoéducation. Donc les objectifs en première intention de la psychoéducation, ça sera d'améliorer l'observance, prévenir les rechutes, diminuer le taux de réhospitalisation, prévenir le risque suicidaire et améliorer les aspects fonctionnels. Les objectifs de deuxième intention, ça sera de réduire la culpabilité, le sentiment de stigmatisation, d'augmenter l'estime de soi et le bien-être, de contribuer à la gestion du stress et d'améliorer les comorbidités. Donc c'est l'association de 3 pôles. Donc un pôle d'abord pédagogique, où il y a l'éducation, l'information qu'on nuance sur la nature de la maladie et aussi les conséquences qu'il peut y avoir pour le patient et les membres de la famille. Le pôle psychologique, c'est donc un soutien émotionnel et aussi aider à l'acceptation de la maladie, pour les proches et pour le patient lui-même. Le pôle comportemental, où l'on enseigne les façons qu'on peut avoir de gérer sa maladie et le stress au quotidien, et on leur apprend à avoir recours à des stratégies pour modifier leur comportement. Donc l'éducation thérapeutique en psychiatrie, c'est à la fois une démarche personnelle, c'est une intervention de réhabilitation, et aussi ça fait partie du rétablissement. Donc le rétablissement, c'est un cheminement personnel pour se réapproprier sa vie et se réinsérer dans la société. Ça n'implique pas qu'il n'y ait plus de symptômes persistants, et c'est donc se rétablir de la catastrophe psychologique qu'est la maladie. On leur fait retrouver un espoir, ils peuvent différencier leur personne de leur maladie, on peut être capable de gérer sa santé, son traitement, de faire ses propres choix, de prendre des risques mesurés. Et c'est apprendre à vivre avec une maladie non curable. Donc en 2006, Andreson a mis le rétablissement en 5 stades. Et Favrod, lui, en 2012, a classé les interventions de réhabilitation par rapport à ces stades. Donc on peut voir que l'éducation thérapeutique intervient au niveau du stade de conscience, quand il y a espoir dans une amélioration et qu'il y a acceptation de la maladie. Donc, on parlait des familles tout à l'heure, donc la psychoéducation et les familles. Donc, effectivement, comme tout à l'heure le professeur parlait, les 4 étapes de la représentation des familles par le corps soignant. Donc, après la guerre, c'était vraiment les familles à exclure. Ensuite, dans les années 60-70, ça a été les familles à soigner.
70-90, on est passé aux familles à soutenir avec effectivement le modèle, le concept des émotions exprimées et le modèle vulnérabilité-stress. Et depuis les années 90 à nos jours, on est dans la famille à former, effectivement, avec des programmes faits pour les familles comme Pro-Famille ou le module avec. Donc ce qui en ressort des études, c'est que quand on éduque la famille, on diminue le taux de rechute et de réhospitalisation du patient. On améliore bien sûr la santé physique des proches, on augmente la communication intrafamiliale et on augmente bien sûr l'observance du traitement. Voilà, donc on va aborder maintenant la pratique de notre programme ETP en psychiatrie qu'on a mis en place. Donc notre pratique, elle est partie, on est parti selon la roue de l'INPES, donc l'Institut national de la prévention et de l'éducation pour la santé, qui décrit 6 situations dans le cadre de l'éducation thérapeutique du patient. Donc on va reprendre ces 6 situations les unes après les autres. Donc situation 1, constituer une équipe transversale autour d'une démarche ETP. Donc sur notre établissement, dès 2010, des groupes de travail ont été constitués pour analyser les pratiques et identifier le besoin réel en ETP. En 2013, donc, il y a eu la constitution d'une équipe pluridisciplinaire de 14 professionnels où il y avait psychiatres, pharmaciens, infirmiers, préparateurs, diététiciennes, neuropsychologues, assistantes sociales. Fin 2013 a eu lieu la formation aux 40 heures d'éducateurs ETP du groupe des 14 professionnels. En 2017, la formation 80 heures du coordinateur ETP, un DU psychoéducation. Et en 2018, il y a eu à nouveau une formation de 40 heures pour de nouveaux professionnels suite à des départs de professionnels ETP. La situation 2, analyser le contexte et concevoir une démarche ETP, un programme ETP. Donc, c'est posé le choix du premier programme. Donc, on avait comme choix les patients atteints de schizophrénie ou ceux atteints de troubles bipolaires, les 2 populations les plus représentées sur l'hôpital. Donc, après, notre choix, il a été motivé pour choisir un programme pour le patient atteint de schizophrénie en raison de l'inobservance du traitement antipsychotique, des données épidémiologiques, et aussi de la demande croissante des professionnels de santé, des patients, des associations de patients, des familles, des aidants et aussi des institutions, que ce soit la CPAM ou du ministère de la Santé. Voilà. Donc c'est un peu ce qui a orienté notre choix. Ensuite, il fallait concevoir une démarche ou un programme ETP. Donc, on a défini différents modules et séances avec leurs objectifs globaux et éducatifs. Donc, les objectifs selon le SMART, qui soient spécifiques, mesurables, adaptés, réalisables et temporels. Ensuite, on a conçu un support de présentation de l'ETP et du programme, modulable en fonction du public, parce qu'on l'a présenté ensuite printemps 2014 aux différentes instances et corps de métier de l'établissement lors de réunions, que ce soit la direction élargie, la CME, les médecins, la direction des soins, etc. Ensuite, il y a eu la validation institutionnelle. Et donc, après, on a pu attaquer à concevoir la démarche. On est rentré dans la phase d'élaboration du programme. Donc, on a créé le profil du patient et les critères d'inclusion, qu'on verra tout à l'heure, le recueil de données, le diagnostic éducatif ou aussi appelé bilan éducatif partagé. Nous avons créé les fiches ateliers et aussi les outils pédagogiques parce qu'on souhaitait qu'ils soient pertinents, interactifs, compréhensibles, agréables et faciles à utiliser. Donc on a tout créé. On a créé aussi les évaluations et les questionnaires de satisfaction patient. Donc une fois que tout ça a été fait, on est passé à la phase d'expérimentation. Donc de septembre à octobre 2015, on a expérimenté sur 3 patients et 1 aidant. Ça nous a permis de réajuster en adaptant les outils, les supports, les grilles d'évaluation. Ça nous a permis aussi de confronter la théorie à la pratique parce qu'il faut bien se rendre compte.
En novembre 2015, donc, il y a eu la candidature à l'ARS Auvergne annuelle. Et en février 2016, la labellisation de notre programme par l'ARS. Donc ensuite, on passe à la situation 3 de notre roue, qui est organiser et conduire une démarche ou un programme ETP. Donc on a estimé faire 4 sessions maximum par an. Une session bénéficie à 4 à 6 patients et à 6 à 8 aidants des patients du programme. Ensuite, on a diffusé des brochures d'information des patients et des brochures d'information des professionnels de santé. On a lancé une communication de grande envergure, donc à tous les professionnels de santé de notre établissement, mais aussi aux médecins généralistes et psychiatres libéraux du département, aux associations aussi comme à l'UNAFAM, etc., le GEM, enfin voilà. Donc après, il y a eu le parcours éducatif du patient. Donc ça commence en fait par une demande d'inclusion au programme au coordinateur. Donc en fait, c'est le médecin traitant ou le psychiatre référent qui oriente le patient vers le programme. Donc ensuite, le médecin donc, transmet au coordinateur le recueil de données du patient, donc où on retrouve les coordonnées du prescripteur, l'identité du patient, ses caractéristiques sociales, professionnelles, familiales, ses antécédents et son autorisation à transmettre ces données à l'équipe ETP. Voilà. Suite à ça, il y a une étude de la demande par le coordinateur par rapport aux critères d'inclusion dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ils ont été définis, en fait, il faut que ce soit des patients, bien sûr, atteints de schizophrénie. On avait fait le choix qu'ils soient âgés entre 18 et 65 ans, que ce soit un public adulte, que le diagnostic soit posé, que le patient soit quand même stabilisé, qu'il soit conscient de sa maladie et surtout qu'il ait envie de participer au programme. Voilà. Donc, si la demande est retenue, le coordinateur à ce moment-là convient avec le patient d'un rendez-vous pour un entretien individuel afin d'établir le bilan éducatif partagé personnalisé. Donc, ce bilan est réalisé, cet entretien individuel est réalisé par 2 éducateurs, un qui mène l'entretien et l'autre qui consigne les réponses et les attitudes du patient. Ça dure environ 3/4 d'heure. Et comme support d'aide à l'entretien, on a choisi des questions ouvertes. Voilà. Donc du coup, le patient exprime librement ses besoins et ses difficultés. Ça nous permet de repérer ses attentes, ses demandes, ses ressources, son projet. Et donc les questions sont en rapport avec sa maladie, son traitement, ses éventuelles addictions, ses habitudes de vie, hygiène de vie, alimentation, vie sexuelle et ses proches. À partir de une fois qu'on a réalisé ces bilans individuels, l'équipe se réunit en réunion de synthèse pour pouvoir établir le bilan éducatif partagé personnalisé. Donc à partir de ce bilan, donc on va proposer des objectifs éducatifs propres à chaque patient au regard des compétences qu'ils ont à acquérir. Ensuite, ce bilan éducatif personnalisé est consigné dans le dossier patient papier et informatisé. Donc ensuite, il est proposé aux patients par téléphone ou lors d'un rendez-vous le programme d'éducation personnalisée planifié qui a été décidé lors de la réunion des éducateurs, avec des objectifs globaux personnalisés correspondant à un ou plusieurs des ateliers proposés en fonction de leurs besoins. Donc après, le patient, dans un délai de 8 jours, doit signifier son refus ou son acceptation de tout ou une partie de la proposition avec intérêt. Il marque s'il est intéressé ou pas. Et inscription éventuelle pour chaque objectif et atelier. Après cette acceptation, donc il est intégré au programme et donc il y a la signature d'un consentement éclairé.
C'est là qu'ils s'engagent à participer aux ateliers inscrits, à ne pas divulguer des informations sur les autres participants, à autoriser le partage d'informations dans le groupe avec le médecin traitant et bien sûr, la chose importante, ils restent libres de quitter le programme quand ils le souhaitent. Voilà. Donc on passe à la situation 4, animer et coordonner les acteurs de l'ETP, suivre le déroulement de la démarche ETP. Et donc c'est les ateliers des modules du programme. Donc ils sont au rythme de 2 par semaine, d'une durée de 1 heure à 1 heure et demie, dans une salle neutre de l'hôpital. Ce sont des séances collectives de 4 à 6 patients ou de 6 à 8 aidants maximum. Au niveau des personnes qui animent la séance, c'est un éducateur donc, avec le métier et des formations spécifiques à la séance. Ensuite, pour la gestion du groupe, donc, il y a un autre éducateur qui a alors le rôle de garant. Donc au niveau de la séance, le climat doit être convivial pour faciliter l'échange. Le binôme regarde tout le monde, convaincu, souriant, dynamique et avec de l'humour. Donc pour permettre que tous les participants... Je me dépêche. Tous les participants donc sur un pied d'égalité, les anxieux sécurisés, les efforts encouragés, minimisés. Donc la fiche d'atelier, elle a été créée pour aider les intervenants donc à la réalisation de la séance. Donc on retrouve tout ce qu'il faut, les objectifs, le rôle, la description des moyens, la durée, le déroulé. Voilà, donc après au niveau des ateliers, donc on a 4 modules pour le patient. Donc le module 1 qui est vraiment sur la pathologie, où il y a 3 séances. Donc le premier atelier, c'est mettre des mots sur la maladie. L'atelier numéro 2, c'est connaître et différencier les facteurs déclenchants et donc de permettre de voir l'évolution possible pour être acteur de sa maladie. Et l'atelier 3, c'est savoir réagir face à mes signes avant-coureurs de rechute. Donc, voilà. Le module 2, donc pour les patients, c'est le traitement médicamenteux et la schizophrénie, qui est composé de 2 ateliers. Donc, il y en a le premier, c'est pour bien comprendre, connaître le traitement de ma maladie psychique pour l'accepter et le prendre. Et le deuxième, c'est prendre correctement mon traitement malgré les effets indésirables des médicaments. Le module 3, c'est axé sur les toxiques et la schizophrénie. Le module 4, les habiletés sociales, avec un atelier sur la résolution de problèmes pour le rythme de vie. Et l'atelier 8 sur l'alimentation pour savoir gérer mon alimentation au quotidien. Le module aidant, donc atelier 1, donc, qui est... c'est sur la maladie, on informe les aidants sur la maladie, les causes, les traitements. Le module, l'atelier 2, c'est pour donner du sens à certains comportements, pour que les familles puissent comprendre pourquoi son proche il est comme ci ou comme ça. Je n'ai pas toujours compris. Et donc le module 3, c'est pour savoir où trouver de l'aide, des informations sur les différentes et où ils peuvent aller au cas où leur proche ait des difficultés. Ensuite, donc dans la situation 4, donc on a créé aussi des évaluations à la fin de chaque séance. On rédige des synthèses qui sont mises dans le dossier et on fait des réunions aussi. On vous laisse conclure. Je voulais quand même juste moi parler avant de conclure d'un point important, c'est l'évaluation du programme. Donc une évaluation doit être faite du programme 1 fois par an et 1 fois tous les 4 ans avant de redéposer un dossier. Je ne vous dis pas le but, voilà, c'est le but d'une évaluation. Donc nous, la première, on l'a fait en février 2017 par rapport aux 2 sessions qu'on avait fait en 2016 et les axes d'amélioration qu'on a voulu et de développement, on a évalué ça à la session suivante. Donc vous dire, voilà, on a examiné le montage de notre programme, la mise en œuvre, le résultat, donc je passe. Et aussi, on a regardé par rapport aux patients, par rapport à leur mode de prise en charge, avant le programme, à la sortie du programme, à 6 mois, à 1 an,
et aussi ce qu'ils avaient comme traitement, enfin plein d'autres choses. Mais juste pour vous dire qu'en gros, par rapport aux réhospitalisations, on a bien constaté que les réhospitalisations étaient diminuées, ou du moins la durée était diminuée s'il y avait réhospite. Et quand ils étaient réhospitalisés, c'était effectivement pour dépression. Et parce que, tout à l'heure vous le disiez professeur, effectivement, le TP, en augmentant l'insight, peut diminuer l'estime de soi. On s'est confronté avec les patients avec des troubles sévères de la cognition. Donc voilà, donc on a décidé de mettre en place des batteries d'échelle d'évaluation, ainsi qu'un message d'espoir, et aussi des évaluations des troubles cognitifs, et aussi l'évaluation du stade de rétablissement. Donc ça, c'est le choix qu'on a fait des échelles, justement, après les avoir testées. Donc pour l'insight, je pense que vous aurez le diaporama, hein. On a fait le choix d'une hétéro qui est l'Insight, et pour l'auto, on a pris l'IS. On a choisi aussi une échelle pour l'adhésion au traitement, une échelle pour la qualité de vie, une échelle pour l'estime de soi. Et il y a effectivement la neuropsy qui nous fait l'évaluation des troubles cognitifs s'il y en a besoin. Voilà. Voilà toutes ces échelles. Ça a vraiment permis d'être... on le fait avant le programme, après, on sait comme ça le patient, où il en est avec l'insight, etc. C'est vraiment très très bien, ça a été un point positif. Voilà, on a mis d'autres choses en place, mais je ne vous en parlerai pas, puisque je n'ai pas le temps. Donc dans nos projets... En gros, vous dire que l'évaluation, on ne le fait pas parce qu'on est obligé, on le fait aussi parce que ça apporte beaucoup de choses, de confronter la théorie à la pratique, c'est vraiment positif. Donc dans nos projets, c'est de monter une équipe mobile ETP, avec des missions qui sont la communication, puisque notre problème, comme beaucoup de programmes d'éducation thérapeutique, c'est le recrutement. Donc ces soignants qui seraient de l'équipe mobile iraient dans les hôpitaux de jour plus lointains, iraient dans les unités, iraient voir les médecins, iraient voir les patients pour justement parler de l'éducation et les motiver. Il y aurait d'autres missions, mais bon, je ne vous en parle pas. Et donc les programmes envisagés, ça serait plutôt le prochain, ça serait pour les troubles bipolaires. Voilà. Et la Roussis, c'était communiquer sur l'expérience, c'est ce que nous venons de faire. Bravo. Merci beaucoup. Merci mesdames. Merci beaucoup. On a pris depuis le début un petit peu de retard. Hein. On va peut-être prendre 1-2 questions dans la salle. Hein, et après, effectivement, vous aurez le PowerPoint et puis vous pourrez... Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette présentation qui était vraiment très complète ? Alors. Est-ce que vous avez un patient, pendant que ça arrive, est-ce que vous avez un patient expert avec vous, puisque je comprends que la labellisation de la... Justement, dans le projet d'éducation d'équipe mobile, justement, pour aller communiquer, on n'aura pas de diplômés, entre guillemets, hein, mais il y aurait des patients qui ont déjà fait le programme et qui pourraient témoigner. Moi, j'ai une question plus généraliste. En fait, je me demande s'il y a une base de données Inter-Sainte-Marie, Inter-Centre Hospitalier Sainte-Marie. Parce que nous aussi, on réfléchit à mettre en place des ETP de cette sorte. On avait également réfléchi à mettre en place des modules sur la stigmatisation. Et je me dis qu'en fin de compte, on est tous en train de réfléchir en parallèle. Donc si on pouvait se partager les données déjà existantes, ça pourrait être intéressant. Enfin, c'est un questionnement, en fait. Alors, comment ne pas réinventer l'eau chaude ? C'est exactement la question. Hein. Voilà. Puisque des gens l'ont fait, pourquoi les autres n'en profiteraient pas ? Bien sûr. Hein. Après, le partage... Pourquoi pas ? Oui, nous, on n'est pas contre, c'est comme le docteur Jourdana. Hein. D'autres questions ? Alors là, c'était pour M. Pernet-Soulier. Il y a l'intérêt de faire une banque d'expérience. Bon, mais merci. Merci beaucoup. Merci, mesdames.